Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est une première à double titre. Pour la première fois depuis la création du leader mondial de l'homéopathie, Boiron est dirigé par une personne qui ne vient pas de la famille Boiron. Et pour la première fois aussi, c'est une femme qui a pris le manche, Valérie Lorenz-Poinceau, directrice générale du groupe Boiron depuis le 1er janvier 2019 et notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Valérie Lorenz-Poinceau, vous arrivez dans un contexte compliqué, résultat du groupe en baisse en 2018, attaque répétée contre l'homéopathie. Vous nous expliquerez comment vous comptez contre-attaquer. Vous nous direz aussi quelle stratégie vous entendez déployer. Boiron, dont la croissance est en panne depuis 5 ans, a-t-il besoin de relais de croissance? Nous évoquerons aussi le management que vous entendez promouvoir dans la lignée de Christian Boiron et ou avec la patte Valérie Poinceau. L'occasion d'évoquer également votre implication dans le réseau IWF, International Women's Forum, dont vous êtes la présidente à Lyon. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag réussite d'entreprise. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, retour sur votre parcours personnel. Alors Valérie Lorenz-Poinceau, un bac économie et une maîtrise de sciences de gestion, option marketing à l'université de Dijon. Mais avant, où est-ce que vous avez grandi et que faisaient vos parents? Alors j'ai grandi dans la ville de Chalon-sur-Saône. Mon papa a été transporteur, puis ensuite il a travaillé chez Kodak. Et ma maman travaillait pour la mairie, elle était l'adjointe du maire. Et ensuite elle a travaillé pour la caisse d'épargne. Voilà, ces études donc de sciences de gestion, option marketing. Vous destiniez déjà à la publicité? Alors, oui, je me destinais totalement à la publicité. Depuis que j'étais toute petite, je collectionnais beaucoup de publicités. J'adorais la pub, donc je voulais absolument travailler dans la pub. Et puis mes parents m'ont dit, tu vas déjà faire des études, entre guillemets, sérieuses, et puis tu verras si tu t'orientes vers la publicité. Donc de Chalon, vous allez à Dijon, c'est là que vous faites vos études? Voilà, j'ai fait mes études à Dijon. Et puis ensuite, j'ai rejoint Lyon, pour travailler. Le groupe Publicis, donc. Avec le groupe Publicis. Voilà, vous commencez donc dans la publicité. C'est un choix personnel ou hasard? Eh bien, c'était un choix personnel, puisqu'à l'époque, j'avais le choix entre Saatchi, qui était sur l'île de la Jatte à Paris, et Publicis Edico, qui se trouvait à l'époque place Bellecour. Et j'ai préféré la ville de Lyon. Alors, vous y restez 2 ans, 2 ans seulement, j'ai envie de dire? Oui, 2 ans seulement, parce pas passionnant? que si, j'ai adoré travailler pour Publicis, mais j'ai été embauchée par un de mes clients qui était le laboratoire Fournier. Alors, c'est en 93, vous rejoignez donc le secteur pharmaceutique dans lequel vous êtes toujours, 25 ans après. Labo Fournier, laboratoire Fournier, avec trois postes différents en 5 ans. Tout à fait. Oui, on bougeait beaucoup, mais j'ai aimé ça. Vous commencez comme visiteuse médicale? J'ai été visiteuse médicale, ce qui était un incontournable. Il fallait connaître le terrain, et c'est bien, parce que je suis encore aujourd'hui une femme de terrain. Le terrain, ensuite chargée de communication, chargée de congrès, et puis après, chef de produit pour la ranitidine. Voilà. C'est-à-dire c'est un anti-H2 pour éviter les maux d'estomac, on va dire. 98, vous changez de laboratoire, vous passez chez Ergo. Pendant 2 ans, et vous êtes chef de la gamme médication familiale, c'est ça? Voilà, donc je m'occupais du marketing de tous les médicaments, parce que chez Ergo, vous avez les pansements et les médicaments. Donc j'avais en charge le développement des médicaments. Et c'était bien, parce que c'est un laboratoire qui est beaucoup plus grand public, bien évidemment, qu'un laboratoire éthique comme Fournier. Donc ça m'a donné les 2 facettes, laboratoire éthique, laboratoire grand public. Donc Ergo, 2 ans, pas plus, comme Publicis. Ça ne correspondait pas tout à fait à ce que vous attendiez, ou vous aviez envie de multiplier les expériences? Et en fait, j'avais envie de rejoindre mon mari de l'époque, et donc j'ai décidé de le rejoindre à Lyon. Et j'adore cette ville, et je me suis dit, je vais trouver du travail à Lyon. Et le hasard a fait que le laboratoire Boiron cherchait quelqu'un qui avait exactement mon profil, qui connaissait, qui avait fait l'équivalent d'une école de commerce, qui avait travaillé sur le terrain, qui avait fait de la visite médicale, et puis travaillé pour un laboratoire éthique, et puis un laboratoire qui connaît ce qu'on appelle l'OTC, ça veut dire over the counter, donc les médicaments qui sont plus accessibles. Donc je répondais à leurs demandes, à tous les critères. Voilà, donc vous êtes candidate, alors que vous auriez pu revenir dans la publicité. J'aurais pu revenir, je devais travailler avec une amie qui avait son agence à Lyon, mais j'ai fait le choix de Boiron.
Parce que c'était une entreprise que je trouvais à l'époque avait déjà une très belle image. Et puis j'ai connu l'homéopathie grâce à mes enfants qui ont été, entre guillemets, sauvés des traitements classiques répétés grâce à l'homéopathie, qui sont aussi, il faut le dire, allergiques à certains traitements. Donc j'étais bien contente de trouver l'homéopathie. Et donc j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce laboratoire et sur ses produits. Vous allez occuper bien sûr différents postes avant cette direction générale sur laquelle on va revenir bien sûr. Vous commencez comme chef de produit médical pendant 3 ans. Tout à fait, parce qu'à l'époque, le laboratoire commençait à avoir des autorisations de mise sur le marché pour des spécialités. Donc j'avais la responsabilité de les faire connaître aux professionnels de santé, en particulier aux médecins. Ensuite, la direction du développement médical pendant 4 ans. Tout à fait, pour m'occuper du développement médical, de la visite médicale. Comme adjointe puis comme directrice. Oui. Et à partir de 2007, vous devenez directrice générale déléguée adjointe. Oui. Puis directrice générale adjointe, puis directrice générale déléguée, c'est ça? Voilà. Donc là, vous êtes déjà dans des sphères de haute direction. Oui, j'ai rejoint la direction générale quand Christian Boiron a décidé d'aller en Italie et quand M. Thierry Boiron a pris les manettes. Donc ça devait être, en 2007. Et puis ensuite, en 2011, quand M. Boiron est revenu d'Italie et qu'il a repris, lui, le poste et que M. Thierry Boiron est devenu président, là, il m'a nommée directrice générale déléguée, donc depuis 2011. Voilà, juin 2011, c'est ça. Donc, quand Christian Boiron reprend la direction générale qu'il avait laissée à son frère et il vous appelle à vos côtés, on peut dire que vous êtes là sur une rampe de lancement. Dès ce moment-là. Voilà, peut-être. Alors 2015, Christian Boiron annonce officiellement que c'est vous qui lui succéderez. C'était passé même ici, sur ce plateau à TLM. 3 ans d'attente, ça vous a semblé long? Pas du tout. À partir du moment où c'était connu, su? Non, ça, encore une fois, c'est lui qui le souhaitait, il l'a beaucoup partagé dans la presse, mais vous le savez, c'est le conseil d'administration qui nomme son dirigeant, donc c'est le conseil d'administration tout entier qui m'a nommé, c'est pas uniquement Christian, mais on n'a pas vu le temps passer et on se disait souvent, on n'est pas pressé. Voilà, et on avait le temps. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs. Il avait dit, voilà. Et l'important, c'était que ça se fasse bien, que ça se fasse, j'allais dire aussi en douceur, comme l'homéopathie, et que je prenne le temps de bien mesurer ce qu'est cette entreprise, de bien être connu aussi des salariés. Et donc, je pense que c'est ce qu'on a fait avec intelligence, et on a travaillé vraiment main dans la main. Donc ça, c'est très appréciable. Alors justement, vous parliez des salariés. Combien de salariés aujourd'hui au total? Il y a 3600 salariés dans le monde et il y en a 2600 en France. Voilà. Et puis si on fait une petite carte de visite, donc Boiron, c'est 30 établissements de distribution en France, 20 filiales, outre-mer et internationales. Oui, on est présent dans 50 pays, mais on a 20 filiales. C'est un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. 4 sites de production. Nous avons 4 sites de production en France, puisque nous fabriquons 98% de nos médicaments sont fabriqués en France et en particulier à Lyon. Donc 2 dans la région lyonnaise. Voilà. Plus qu'un maintenant parce qu'on a rapatrié complètement à Messimy, où on a un site qui maintenant fait 32 hectares et on a rapatrié la production là-bas. Et puis on a ouvert, vous le savez, il y a peu de temps, donc en janvier, un site de distribution dans l'Arbrel, dans un lieu qui s'appelle Les Olmes. Voilà, c'est un immense entrepôt logistique. Oui. Les Olmes. Oui, tout à fait. On a fait ce choix de faire nous-mêmes notre plateforme de distribution, parce que vous le savez, nos petits tubes bleus sont nombreux. Il y a de nombreuses références et donc il faut une distribution qui est adaptée. Donc on a choisi des machines qui étaient totalement adaptées à ce type de produit. Alors Boiron, j'ai envie de dire à la fois un numéro 1 mondial, vous avez réalisé 604 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, mais je le disais en introduction, un peu en panne de croissance depuis 2013. Est-ce que ça veut dire que l'homéopathie n'a plus le vent en poupe? Alors, il faut regarder plus attentivement justement ce semblant de stabilité. Parce que si vous regardez bien, d'ailleurs c'est très visible en 2018, il y a des pays qui performent très bien, comme les États-Unis. Par exemple, l'année dernière, on était à plus 42% aux États-Unis. Et puis, vous avez des pays qui sont en devenir, comme l'Asie, où on est au tout début. On a créé notre filiale en Inde, on a commencé à avoir des distributeurs à Hong Kong, à Taïwan et en Chine. Donc c'est le démarrage et là, ça se passe plutôt bien. Et puis au milieu, vous avez, entre guillemets, la vieille Europe avec l'Espagne, l'Italie qui souffrent parce qu'on est en plein réenregistrement de nos médicaments pour suivre la directive européenne. Donc c'est une époque et une phase
un peu plus difficile. Et la France, cette année dernière, qui a été aussi, qui a été pour deux raisons assez touchées par donc un manque de croissance. Tout d'abord pour une raison conjoncturelle, il y a eu moins de pathologies l'année dernière en France, alors qu'il y en a eu beaucoup aux États-Unis. Et puis pour des raisons tout à fait structurelles, il faut savoir qu'en France, il y a de moins en moins de médecins et il y a beaucoup de médecins homéopathes qui sont partis à la retraite. Et l'année dernière, la vague a été importante. Donc on le voit tout de suite, forcément. Donc vous dites vivement la fin du numerus clausus. Ah oui, et puis surtout, il faut que les jeunes médecins prennent le relais et se forment à l'homéopathie. Mais pour revenir, vous évoquiez par rapport à l'année d'avant, c'est vrai que sur 5 ans, si on prend le chiffre d'affaires de 2013, il était déjà à l'époque à 617 millions. Oui. Ce que vous étiez en 2017. Oui, parce que vous voyez, il y a des pays qui... Ce n'est pas une stabilité dans tous les pays, c'est ce que je veux dire, même depuis 5 ans. Il y a des pays qui progressent bien, d'autres qui chutent. Je peux vous prendre l'exemple de la Russie, qui a eu des croissances à 2 chiffres pendant de nombreuses années. Et puis, il y a 5 ans, du fait des problématiques géopolitiques, nous avons eu un recul en Russie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors l'impact aussi sur les résultats. Le résultat net est en repli, à 57,4 millions d'euros. Alors, sachant que ça ferait plaisir à beaucoup d'entreprises d'avoir un tel résultat, j'imagine. Moins 26,6%, lié en partie à un contrôle fiscal. Alors, le recul, provision pour contrôle fiscal de plus de 9 millions d'euros. Voilà, alors il y a plusieurs explications. Il y a déjà, bien sûr, le chiffre d'affaires qui était en recul, mais en recul que de 2%, donc ça n'explique pas tout. On a fait d'énormes investissements à Lyon. On a fait en 4-5 ans 100 millions d'investissements. Donc, vous le savez, forcément, on a les dotations aux amortissements qui commencent à arriver. Donc, on a eu de lourds investissements. Et puis, l'année dernière, on a aussi soutenu la croissance des États-Unis avec plus de communication, de publicité. Donc, ça, forcément, ça a un impact sur le compte de résultat. Et puis, en ce qui concerne le résultat net, effectivement, nous avons, après échange avec nos commissaires aux comptes, décidé de passer une provision suite à un contrôle fiscal qui est encore en cours. Donc, ce n'est qu'une provision, mais on a préféré être prudent au niveau des comptes et l'annoncer. Donc, l'international, c'est 40% de l'activité. Donc, si vous dire aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus de 59% en France et 40% à l'international. Et ça fait partie, bien évidemment, des relais de croissance, même si la France a encore beaucoup de potentiel. Parce que alors justement, quelle est votre stratégie pour retrouver le chemin de la croissance ? Alors, il y a déjà continué à développer et à soutenir nos pays à l'international. Donc ça passe par enregistrer nos médicaments. Comme je vous le disais, en Europe, on a une directive européenne transposée aujourd'hui par tous les États membres, donc il faut qu'on soutienne cela. Donc ça génère beaucoup d'activités, notamment au niveau du service réglementaire. Donc on doit continuer à soutenir l'Europe et puis développer les Amériques. Parce qu'il y a une forte demande de ce type de traitement en Amérique du Nord et également en Amérique du Sud. Donc, vous savez, on en a une filiale au Brésil. On a lancé la première pharmacie Boiron en septembre l'année dernière. On va lancer la future pharmacie Boiron en Colombie en septembre de cette année. Donc, on a donc l'idée, c'est de pousser les feux à l'international. Pousser les filiales, pousser donc les Amériques, pousser aussi l'Asie, donc l'Inde où on est présent, la Chine, Hong Kong, Taïwan, et demain la Malaisie, puisqu'il y a une réglementation de l'homéopathie là-bas. Voilà. Et puis, aussi dans la stratégie, bien évidemment, défendre notre position en France. Et alors, là, c'est on va y revenir. Relais de croissance, est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous pourriez envisager des acquisitions dans d'autres branches que l'homéopathie, sur d'autres médecines alternatives ? Alors, on l'a dit depuis longtemps, avec Christian, on y a déjà pas mal travaillé, on n'est pas ennemis de faire de la croissance externe. Et là, j'en discuterai bien sûr avec notre président Thierry Boiron et avec le conseil d'administration. Mais il faut trouver chaussure à son pied, j'allais dire. Puis on a une image de laboratoire qui donne des produits qui sont respectueux, qui sont sûrs, qui vont très bien dans le développement durable. Donc il faut qu'on garde cette même ADN. Donc il ne faut pas dénaturer notre cœur de métier qui est l'homéopathie. Nous, l'homéopathie, ça fait partie pour nous de l'avenir de la médecine. Est-ce qu'il pourrait y avoir diversification ? Pourrait, et c'est comme toute entreprise, il pourrait. Pour l'instant, rien n'est prévu, mais à moyen terme, rien n'est exclu. Voilà, vous savez, on a encore beaucoup à faire avec l'homéopathie, donc on ne manque pas de ressources. Alors, on va revenir sur la France.
plus particulièrement avec ces attaques importantes contre l'homéopathie. Une tribune libre de médecins, question ouverte sur la question du déremboursement. Vous êtes déjà passé de 65 à 35% en 2003 au niveau de la sécurité sociale, voici 15 ans. On a été surpris, on se souvient qu'en 2003, Christian Boiron avait réagi très, très vertement. Jusqu'à il y a peu de temps, vous avez peu réagi. La contre-attaque se prépare ? Alors, elle a démarré. Elle a démarré, ça y est. En début de mois, alors ce n'est pas une contre-attaque uniquement Boiron, mais si vous voulez, ça fait un petit moment que les patients, les professionnels de santé voulaient réagir, mais il y a un temps pour tout. Il y avait un temps où nous devions déposer, tous les laboratoires devaient déposer leur dossier à la Haute Autorité de Santé. Et donc, voilà, il était bien qu'on puisse le faire parce qu'on est fiers du dossier qu'on a pu déposer. Mais maintenant, c'est vrai que les patients, les médecins, les pharmaciens, donc les syndicats, les sociétés savantes et les laboratoires ont voulu prendre la parole et lancer... Parce qu'à un moment donné, on a presque le sentiment que vous faisiez profil bas. Ah oui, non, pas du tout. On a beaucoup travaillé, mais j'allais dire en étant bons élèves, pour montrer qui nous étions, donner beaucoup d'informations au ministère, beaucoup donner d'informations à la Haute Autorité de Santé, parce qu'on se doit de répondre à ce que nous demande notre ministère. Et ça, il n'y a pas de difficulté à le faire. Enfin, il y a des fois des difficultés, parce qu'il faut qu'on nous pose des questions qui répondent à nos spécificités. C'est là où c'est un peu difficile, parce que même s'il y a un décret, il n'est pas totalement adapté à nous, mais on a attendu que ce soit... on a attendu d'avoir fait tout ce que nous devions faire, et maintenant, il faut laisser la place aux Français. Et donc, depuis début avril, ils peuvent prendre la parole et ils peuvent signer une pétition. Cette pétition s'appelle « Mon homéo, mon choix ». Parce que vous savez, il y a 77% des Français qui font le choix de se soigner en homéopathie. Donc, ils souhaitent prendre la parole aujourd'hui. Donc il y a un site, une quinzaine de jours que c'est lancé. Monhoméopathie, monhoméomonchoix.fr. Vous pouvez aussi témoigner et signer par SMS au 32 321. Voilà, donc ça a démarré il y a une quinzaine de jours et on espère que voilà, on aura beaucoup de signataires. Alors la question centrale, les critiques récurrentes, elles viennent sur l'efficacité de l'homéopathie, sur la recherche réelle qui est faite en matière d'homéopathie. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Alors, on répond que l'homéopathie, elle fait totalement partie de l'histoire de la médecine. Elle existait bien avant même les antibiotiques et d'autres produits qui sont utiles à la santé. Et donc, l'homéopathie a 220 ans. Donc, si elle devait ne pas être efficace, j'aime autant vous dire que les mères de famille, ça fait bien longtemps qu'elles auraient cessé de l'utiliser. Et j'en fais partie d'ailleurs. Mais voilà, donc en termes d'efficacité, il y a une efficacité. L'homéopathie, ça fonctionne. Voilà. Il n'y aurait pas autant de Français qui se soigneraient par homéopathie. Qui va bien au-delà de l'effet placebo. Qui va bien au-delà, bien sûr, de l'effet placebo, comme tout produit, comme tout acte, comme tout médicament. Il y a bien sûr cet effet placebo, mais l'effet de l'homéopathie va bien au-delà. Et il y a beaucoup de recherches en homéopathie. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de recherche en homéopathie. Voilà, donc nous avons déposé des études auprès de la Haute Autorité de Santé. Donc on espère bien qu'elles seront étudiées comme il se doit. Vous-même, par exemple, vous avez estimé combien en recherche, développement régulièrement ? Alors, nous-mêmes, il ne faut pas se fier aux chiffres. Chaque année, on doit investir entre 4 et 6 millions. C'est notre budget recherche. Mais c'est une recherche qui est particulière. On a un laboratoire qui fait de la culture sur cellules à Messimy. Voilà, donc ce n'est pas une recherche qui est très coûteuse. Et puis, on n'a pas les moyens, bien évidemment, de la recherche des autres médicaments. Et surtout, on n'en a pas besoin. Parce que nous, les médicaments, on n'a pas besoin de les trouver. On les a depuis 200 ans. Donc, on a plus besoin aujourd'hui d'orienter notre recherche pour savoir comment mieux utiliser l'homéopathie. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec l'aspirine. C'est que pendant 70 ans, on n'a pas connu le mode d'action de l'aspirine. Et quand on l'a connu, on a pu utiliser bien mieux l'aspirine. J'en viens au type de management que vous avez envie de mettre en place en tant que numéro 1 de l'entreprise. Comment vous le définiriez en quelques mots ? Alors, très rapidement, parce que le temps passe vite. Ce que j'ai dit à mes collaborateurs, c'est que ça allait être un changement dans la continuité. Je pense que M. Christian Boiron a fait une véritable réussite de cette entreprise grâce aux hommes et aux femmes. Donc, il n'est pas question de casser tout cela. C'est une belle entreprise avec des salariés engagés. Donc, moi, je vais plutôt renforcer cet engagement qu'ont les salariés et puis surtout mobiliser nos salariés qui ont vraiment envie de prendre la parole. On a de beaux ambassadeurs en interne et c'est ça, j'ai envie de m'occuper de ça. Cette politique sociale très innovante mise en place par Christian Boiron dans les années 70-80, est-ce que vous allez la poursuivre, l'accélérer, la changer On va essayer même de l'accélérer parce que Christian a mis en place de nombreux accords qui continuent, qu'on a
peut-être simplifié pour certains, qu'il fallait revisiter pour certains, mais on va continuer à être innovant et on cherche d'ailleurs, on brainstorm sur de nouvelles possibilités. Alors vous aviez écrit il y a quelques années un livre, hein, Wonder Woman, dites oui à vos pouvoirs. Est-ce que ça veut dire que Valérie Lorenz Poinceau est une femme de pouvoir ? Pas vraiment. Moi, je pense pas une femme de pouvoir comme on peut l'entendre. Moi, j'aime le pouvoir pour réaliser des choses. Hein, c'est le pouvoir pour faire. Pas d'attirance pour le pouvoir pour le pouvoir. Pas le pouvoir pour le pouvoir, non. Le titre, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est quelque part ce que j'ai dit dans mon livre, contribuer au monde. Et je trouve qu'avec l'homéopathie, je suis gâtée. Et ce titre, ce livre, c'était un appel aux femmes pour qu'elles prennent le pouvoir ? Oui, c'était un appel aux femmes parce que j'étais sans cesse sollicitée par les femmes pour dire mais comment vous avez fait, quelle est votre expérience, quelles sont vos astuces. Et donc je faisais beaucoup de conférences et au bout d'un moment j'ai dit bon je vais tout mettre ça par écrit. Et donc c'est pour ça que j'ai réalisé ce livre pour transmettre ce qui me semblait, enfin ce que j'avais eu l'impression de vivre et pour leur donner mes astuces. Voilà. En revanche, quand il faut trancher, se séparer de collaborateurs, vous n'hésitez pas et on dit que parfois ça peut être brutal. Alors, je pense qu'il faut que les personnes, il y a un temps pour tout. Et je pense qu'il faut savoir être au bon moment, aux bons endroits. Et se séparer de quelqu'un, c'est jamais facile. Mais je pense que quand il faut le faire intelligemment, il faut le faire rapidement. Et puis surtout, il faut le faire avec bienveillance. Et ne pas remettre en question la personne. Parce que la personne, elle sera peut-être extraordinaire, et certainement extraordinaire ailleurs à un autre moment. Votre engagement auprès des femmes, c'est aussi la présidence lyonnaise d'IWF, International Women's Forum. Oui, tout à fait. Donc c'est une équivalence concrète de mon engagement auprès des femmes. Je suis ravie de faire partie de cette association qui est une association mondiale avec 7000 femmes à travers le monde. Et puis à Lyon, on a des femmes qui sont extraordinaires. Et donc je suis ravie. On est une vingtaine de femmes dynamiques. Et dans tous les domaines, économie, sport, culture. Voilà, c'est la spécificité du WF. Ce n'est pas uniquement des chefs d'entreprise ou des dirigeantes. Nous avons des sportifs de haut niveau. Comme Florence Masnada, comme Marie-Sophie Obama, qui est la présidente de l'ASVEL féminin. Voilà, donc il y a aussi une avocate qui est très influente sur Lyon, des chefs d'entreprise, voilà, dans la culture, voilà, tous les domaines sont représentés. Les divisions au sein de la famille Boiron entre Christian et Thierry Boiron sont connues. Est-ce que vous vous en accommodez ? Alors moi, je ne le vis pas comme des divisions. Je pense qu'il y a des affaires familiales, mais c'est comme dans toute famille. Moi, je suis très heureuse d'avoir travaillé pour Christian Boiron, très heureuse d'avoir pu accompagner aussi Thierry Boiron, puisque j'ai travaillé avec lui pendant 7 ans. Certes, ils sont différents, mais je trouve que la différence, ça fait partie de la richesse d'une entreprise. Et aujourd'hui, Thierry Boiron reste président non exécutif de Boiron. Voilà, donc je travaille Vous avez main dans été la main proposé avec lui aujourd'hui. par son frère. Il l'accepte de bonne grâce ? Tout à fait. Moi, je travaille intelligemment avec Thierry Boiron et ça ne me pose pas de problème. Allez, Valérie Lorenz Poinceau, on passe à la question qui fâche, le sujet qui dérange. Alors, parmi les critiques qui sont adressées à Boiron, on entend parfois le fait qu'outre votre position de monopole en France, il y a aussi le fait que vous joueriez sur uniquement la carte d'une homéopathie dite fast-food, avec toujours les mêmes remèdes standardisés, peu chers à fabriquer. Bref, en quelque sorte, le McDo de l'homéopathie. Ben écoutez, hein, c'est d'autres qui disent ça. Pour moi, Qu'est-ce que vous leur répondez alors ? Alors, déjà, j'ai peu souvent ce type de critique en frontal. Je pense que souvent, d'ailleurs, c'est dommage, parce que les attaquants de l'homéopathie le disent dans la presse, mais je ne les ai jamais vus chez nous. Je ne les ai jamais vus venir prendre le temps de visiter l'entreprise, ils sont les bienvenus. Je ne les ai jamais vus s'intéresser véritablement à l'homéopathie, rencontrer des médecins, rencontrer des oncologues, même aujourd'hui, qui utilisent de l'homéopathie en complément des traitements classiques. Ils ne sont pas convaincus, vous leur dites venez je leur dis, venez et intéressez-vous vraiment aux réalités de l'homéopathie. C'est un médicament, ce sont des professionnels de santé qui les utilisent, donc c'est un outil thérapeutique de plus pour vous. Allez, on finit, Valérie Lorenz Poinceau, par quelques questions personnelles, c'est le questionnaire de Proust. Si vous n'aviez pas été entrepreneur, quel métier auriez-vous aimé faire ? Je pense que j'aurais choisi un métier de santé, je pense kinésithérapeute. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez ? Je crois beaucoup à la bienveillance. Et je crois que si on envoie de la bienveillance, on reçoit de la bienveillance. Et je crois aussi à la justice. Est-ce que vous pouvez me citer je crois au juste retour des choses. Un chef d'entreprise qui vous a inspiré ?
Ah ben, je pense que c'est facile. Christian Boiron. Un homme ou une femme d'État qui vous a marqué? Ah ben, c'est Simone Veil. Quel est votre sportif préféré? Alors, je vais dire Wendy Renard. Quelle est votre plus grande fierté d'entrepreneur? L'engagement des salariés. Est-ce qu'il y a un événement d'actualité qui vous a plus particulièrement marqué? Récemment, Oui, ou dans votre vie je crois dans ma vie, c'est la chute du mur de Berlin. en 89. Est-ce que vous avez un regret Je ou suis des d'origine allemande, donc oui. Est-ce que vous avez un regret ou des remords? Ah non, j'ai aucun regret. Quelle est votre principale qualité et votre principal défaut aussi? La principale qualité, je pense que c'est la sérénité et surtout que je vois le verre souvent à moitié plein. Et mon principal défaut, parfois, je veux aller trop vite. Donc, il faut que je prenne le temps de respirer. Votre juron préféré et votre mot préféré Votre mot préféré? dans la langue française? Ah ben, c'est l'amour. Est-ce que vous avez une devise, Valérie Lorenz-Poinceau? Oui, j'ai une devise que j'utilise souvent qui est « mauvaise chance, bonne chance ». Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui se lance à la création d'entreprise, qu'est-ce que vous lui diriez? Ah, je lui donnerais ma recette préférée, qui est la recette des 3 R. Respirer, réfléchir et réagir uniquement dans cet ordre. Très bien. Merci beaucoup, Valérie Lorenz-Poinceau, d'être venue dans Réussite d'entreprise. À très bientôt. Merci, au revoir. Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital.